Le terme capitalisme, qu'est-ce qui m'évoque? Impuissance. Impuissance. Ouais, c'est ça que ça m'évoque dans le sens où je pense clairement qu'on est impuissant face au capitalisme et que c'est voilà, quelque chose qui régit le monde, qui est là depuis longtemps et face auquel on est ouais, complètement impuissant, hein, dans le sens où c'est un peu voilà, la religion de notre monde. Et puis nous, on a le choix ou non d'être ses adeptes. Ok. Et c'est assez difficile en fait de s'en extirper. C'est pas vraiment un choix qu'on a, c'est plutôt on va dire une donnée du monde avec laquelle on doit composer. Et je trouve qu'on a, ouais, enfin en tout cas je ressens moi, un sentiment d'impuissance par rapport au capitalisme, dans le sens où c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt voilà, une donnée avec laquelle on doit composer. De la merde. Voilà. De la... Développer. Ah, développer. C'est la destruction des sociétés, la destruction du vivant, l'accaparement des richesses par une petite poignée pour faire toujours plus de profit sur la pauvreté des démocraties et l'ultra-pauvreté des pays émergents. Et voilà, c'est un système de captation qui est soi-disant le modèle vertueux et la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité, blablabla. Mais en 40 ans d'ultralibéralisme, depuis la dérégulation des marchés par Reagan, c'est bon, on a foutu en l'air la planète, là. Ça avait commencé avec la révolution industrielle, mais ça s'est tellement accéléré que là, on en est à un stade où c'est foutu. Voilà. Donc un système qui est soi-disant si génial, qu'il faut renflouer tous les 5 ans ou tous les 10 ans parce que c'est constamment la crise et que les banques se cassent la gueule et que les grandes entreprises se cassent la gueule et ainsi de suite, alors que tu as une poignée d'ordures qui en sont à se dire « Oh là, cette année, là, c'est un peu compliqué à cause de la crise, je vais pas pouvoir dorer à leur fin mon 8e yacht, quoi. » Enfin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Waouh. Ça m'évoque une société qui se base sur l'accumulation de richesses pour survivre et prendre même l'avantage sur d'autres personnes. Donc ceux qui accumulent le plus de richesses peuvent gagner par rapport aux gens qui accumulent pas de richesses. Mais c'est pour moi, oui, ce principe d'accumulation des biens dans un but commercial et d'enrichissement. Je trouve que ça fonctionne pour certains. Je trouve que c'est un modèle qui fonctionne un peu depuis un bout de temps, mais fonctionne avec beaucoup de problèmes, de défauts. Ça fonctionne pour certains privilégiés qui ont déjà accumulé, qui partent avec une avance et ce système fait que ça creuse de plus en plus cette avance qu'ils avaient au début. Donc de ce que tu me dis, c'est que ça fonctionne pour une minorité. Ouais. Si j'ai compris. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne vraiment? Après la question est-ce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent vraiment pour la plupart des gens? Je suis pas sûr qu'on trouve un jour un système parfait. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un système très bien, mais pour 10% de la population, voire plutôt 5% de la population, même pas, quoi. Donc, en effet, on peut trouver, je pense, un système qui fonctionne pour un peu plus de gens que ça. Je pense clairement que c'est foutu. Parce que malheureusement, les capitalistes, ce sont eux qui gèrent les gouvernements des pays du Nord. C'est le pouvoir financier qui dicte, soit directement à travers des lobbies à l'Assemblée nationale, dans les parlements et ainsi de suite, ou alors directement avec des amitiés, parce que dans les grandes écoles, par exemple, on retrouve vraiment un entre-soi de classe où, je dis n'importe quoi, il y a 30 personnes qui ont fait partie, ou 50 personnes qui ont fait partie de la promotion machin de telle école, que ce soit l'ENA, que ce soit des hautes écoles de commerce internationales, des trucs comme ça. Dans ces gens, il va y avoir des magistrats, des gens qui vont devenir directeurs financiers de tel grand groupe, de tel holding, de machin,
va y avoir des gens qui vont s'engager dans la politique, il va y avoir des avocats, il va y avoir des gens de pouvoir, et qui conservent le pouvoir entre eux. C'est très bien expliqué dans Les Ghettos du Gotha de Michel et Monique Pinson-Charlot. Il n'y a pas de mythe comme la méritocratie, oh il a commencé au bas de l'échelle, maintenant il est chef d'entreprise, machin. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. La plupart des gens qui sont salariés restent salariés à vie. Il y a des petites possibilités d'évolution, mais le mythe de quand on veut, on peut, il suffit de se retrousser les manches et gna 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 gna. Non, c'est de la merde. Face à quelqu'un qui a, sur un simple coup de fil, accès à tout un tas de postes et hyper facilement et hyper valorisés, parce qu'évidemment, la même manière, t'as des un tel qui se marie avec un tel, la fille de Dassault qui se marie avec la fille de tel homme politique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout est capté, tout est parfaitement organisé, en plus. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, les médias appartiennent à des milliardaires qui sont proches et qui sont dans les sphères de pouvoir. Donc c'est pareil aux États-Unis en tout cas, j'imagine que c'est pareil dans plein d'autres pays. Mais les médias étant au service du pouvoir, il y a une propagande continuelle de journalistes d'accompagnement, de laquais du patronat, et c'est la faute à la France insoumise, et la CGT, et on trouve toujours des cibles. Et tout ça, ça date pas d'hier. C'était déjà écrit par les chiens de garde, par Paul Nizan dans Les Chiens de garde, qui raconte comment des chiens de garde du pouvoir font tout pour que rien ne change. Si je devais me définir en tant que personne, je me définirais pas capitaliste. Ok. Ça c'est clair. Après, quelles sont mes actions pour lutter contre le capitalisme ou ses formes? C'est des actions que je peux avoir, on va dire, à mon niveau, à une échelle assez restreinte. Mais si jamais je me pose la question de savoir ce que je peux faire pour faire évoluer les choses vers un monde avec moins de capitalisme, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ok. Voilà. Et pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que on est dans un monde de puissants, en fait, où les pontes du capitalisme, les grandes, les GAFAM, tout ce genre de personnes-là, d'entités-là, sont des entités contre lesquelles on peut quand même assez peu, on a assez peu de moyens de les combattre, quoi. Et on a beau avoir une logique un peu anticapitaliste à notre niveau, c'est-à-dire consommer local, faire du bien, avoir des pratiques écologiques, faire le tri, etc. Mais dès lors où le capitalisme est défini comme l'amassement de richesses, et puis une logique un petit peu comme ça de combat entre les riches et les pauvres, on a des écarts de richesse qui se creusent, qu'importe ce qu'on peut faire et qu'importe ce qu'on peut faire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ne fait que se creuser. Alors que j'ai quand même le sentiment qu'on est dans un monde où les gens sont censés être de plus en plus éclairés. Ou en tout cas, on a les moyens d'être de plus en plus éclairés. Et pour autant, les méfaits du capitalisme sont les plus prégnants et les plus présents. Plus prégnant maintenant, tu veux dire? Ouais, clairement. À ton avis, pourquoi? Parce qu'on est, je pense, dans un monde assez individualiste, dans le sens où l'individualisme est un peu le nerf de la guerre, je sais pas, du capitalisme d'une certaine manière, et que on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières. Bon, nous on est dans beaucoup de petits ruisseaux, mais je peux te dire que la rivière elle continue à couler et puis elle ravale tout elle défonce tout sur son passage, quoi. C'est un système auquel j'arrive à m'adapter. Est-ce que ça fonctionne? Moi, mes parents n'ont pas beaucoup de biens, pas beaucoup d'argent initialement. Donc, même en gagnant très bien ma vie, en fait, j'ai l'impression que je pars avec une grosse longueur de retard sur les gens qui ont déjà énormément de patrimoine et un retard qui est complètement irrattrapable. Donc, est-ce que c'est grave? Pas forcément, mais c'est un peu gênant qu'il y ait deux strates de société où il y en a qui partent déjà avec un gros avantage par rapport à tout le monde. Et moi, j'ai l'impression que, même en m'étant démené, si on veut parler de méritocratie, je pense que je peux être
dans une société au mérite à proprement parler, je serais bien placé. Mais là, c'est pas de la méritocratie. On est dans une société méritocrate plus patrimoine initial, quoi. Ok. Donc ça me dérange un peu et je trouve que c'est vraiment dur de rattraper ce retard. Donc il y a vraiment c'est scindé dans la société entre les gens qui ont beaucoup de patrimoine et du coup pour qui c'est facile de faire des investissements, de créer une boîte et de vivre bien. Et pour d'autres, en fait, c'est beaucoup plus dur. Donc notamment l'adage, enfin le truc qu'on nous sort tout le temps en nous disant oui, ben, t'as envie d'être riche, crée une boîte qui marche et c'est parti. C'est plus simple quand t'as un gros parachute doré si ça marche pas, plutôt que si tu l'as pas, quoi. Donc moi j'ai plein d'idées de boîtes, mais à côté j'ai plus rien si j'investis là-dedans. Donc je suis un peu plus frileux à faire des projets d'investissement réels. Oui, on te présente vraiment ce truc du camp de la raison, d'être raisonnable, d'être pragmatique. On le voit notamment avec la Macronie, là, ce qu'ils font depuis 2017. Ils sont ni de gauche, ils se disent ni de gauche ni de droite, mais pragmatiques, alors qu'en fait, ils sont full droite depuis le début, et que là, ils sont full extrême droite. Et évidemment que des hommes blancs, cis, hétéros. Et il y a vraiment un truc, je pense, de... Ces gens-là se pensent en dehors de toutes les réalités. On le voit avec les ultra-riches qui se construisent des bunkers là, depuis quelques années. Voilà, en fait, ces gens-là pensent tellement à court terme et sont tellement égoïstes, à mon sens, qu'en fait, ils pensent même pas à leurs enfants, leurs petits-enfants potentiels, rien à foutre. Moi, il faut que j'accapare le plus de richesses possible. Alors, je pense qu'on est naturellement individualiste, oui, dans le sens où pour moi l'individualisme c'est pas forcément un méchant mot ou une tare, mais ça dépend à quel niveau tu te situes. L'individualisme c'est quoi? C'est effectivement faire passer son besoin avant celui des autres. Je pense que si tu prends une sphère très privée, par exemple moi aujourd'hui voilà, je viens d'avoir des enfants, je vais clairement faire passer les besoins de mes enfants avant par exemple les miens ou avant ceux de ma famille. Donc là c'est une forme d'individualisme. Après quand tu la prends à une échelle un petit peu plus grande, enfin un petit peu plus large, quand tu es à la tête d'une grande entreprise et que tu la mènes d'une manière comme ça individualiste, du coup les conséquences sont beaucoup plus néfastes pour une plus grande partie de la population et c'est là qu'en fait les problèmes sont plus importants. Je vais parler déjà de la taxe Zuckman pour rester dans l'actualité qui, pour moi, aurait été déjà un tout petit premier pas vers un peu plus d'égalité sociale où ça rééquilibrerait vu que ça cible le patrimoine de gens très très riches et donc prendre un peu d'argent sur finalement ce patrimoine qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes pour le redonner dans les services publics, dans l'école, dans des choses qui appartiennent à toute la population, ça me semble une bonne idée. Taxer plus les riches, hein, c'est pas une idée très novatrice, mais oui, je pense que l'accession de la gauche au pouvoir, de certaines gauches, on va dire, permettrait un peu plus de justice sociale, tout en préservant le fait de, si tu te défonces, d'avoir quand même plus d'argent que les autres. Donc ça garderait ce côté méritocrate que beaucoup de gens soutiennent à fond, mais tout en permettant quand même aux autres qui s'en sont pas sortis aussi bien de quand même pouvoir vivre décemment, quoi. Ça, je vois pas à quoi ça sert d'avoir des milliards que tu vas jamais dépenser, alors qu'il y a la moitié de la population qui galère à finir les fins de mois et qui s'achètent pas de viande parce qu'ils ont pas les sous. Ça me semble être lunaire d'avoir ces situations dans la société. Je pense que un milliardaire, ça devrait même pas exister. Mais on te présente le GIEC comme gangréné par une idéologie wokiste, d'extrême gauche, alarmiste. On veut faire peur aux gens, on veut faire du mal à la France, on veut faire du mal à l'économie de la France, comme si l'économie de la France était le truc le plus important. Et surtout,
On te parle de, oui, mais ils vont tuer l'économie avec les écolos fascistes, gna gna. Enfin, on renverse totalement les rôles. On présente des études scientifiques et des gens où il y a un réel consensus scientifique depuis des décennies, où tous les modèles proposés, des choses qui devaient arriver en 2050 arrivent maintenant. Ça s'est hyper accéléré, c'est pire que ce que prévoyaient les scientifiques, déjà dans les années 70. Des entreprises comme Total, tous les gaziers, là, et c'est tout bête, hein, mais quand tout se sera vraiment cassé la gueule, qui fera 50-55 degrés l'été, que plus rien pourra pousser, parce que déjà l'agriculture productiviste aura tout foutu en l'air, et ces gens-là se disent, bon allez, quand tout sera cassé la gueule, on sera quand même dans nos bunkers, là, sous terre, on sera protégé, on aura du confort, on aura des gens pour nous servir, et ainsi de suite. Mais, faut pas rêver, ils vont crever comme nous. Peut-être 20 ans après, mais ils vont quand même crever. Mais ils voudront absolument conserver leurs privilèges. Alors si on doit définir la politique, c'est pour moi l'une des expressions individualistes les plus importantes de notre société, où tu es dans une logique de pouvoir ultra-personnel, où le bien commun est quelque chose qui a complètement été abandonné, des discours, on en vient à regretter des Villepin ou des Chirac. Enfin, non mais je veux dire, on en arrive là, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un délire où des gens comme nous en viennent à regretter la vieille époque de la politique. Et quand on dit la vieille époque, c'était il y a 20 ans, quoi. Donc, et à l'époque, on était les personnes qui étaient dehors dans la rue contre ces gars-là, quoi. Donc, en fait, quand tu vois un Villepin à la télé, t'es là, ouais, en fait, c'est pas si pire. Parce que je pense que la politique a quand même accouché, et je suis dans le thème en ce moment, a accouché de personnalités qui sont quand même assez clivantes et assez détestables. Toxique, ouais, mais pour qu'on en vienne à, tu vois, à avoir une nostalgie des personnes qu'on pouvait combattre à l'époque, mais où il y avait encore une sorte de, je sais pas, de respect, ou en tout cas, ouais, je sais pas, ouais, un petit peu de respect dans la politique, une sorte de valeur un petit peu meilleure que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une logique clairement individualiste où chaque personne est là pour se représenter, pour rester là le plus longtemps possible, pour machin, et puis le bien commun, on le voit pas beaucoup dans les actions politiques, non. Mais vraiment, ce qui m'a radicalisé, c'est après les années Chirac et Sarkozy, où j'ai vu vraiment toute la dégueulasserie. Et là où Chirac, c'était antisocial, c'était une politique de droite, vraiment, avec Sarkozy, j'ai vu le glissement d'une droite d'énarques, de gens de savoir, et même s'ils étaient corrompus par les mêmes boss de la Société Générale et compagnie, mais c'était des gens avec un bagage culturel, avec un bagage d'études supérieures et ainsi de suite, qui présentaient poliment les choses, qui avaient vraiment une espèce de prestance un peu comme ça. Avec Sarkozy, on est passé à une droite de businessman, sans foi ni loi, aucun respect pour rien. Sarkozy, là, qui traite les gens de racailles. Enfin, il n'y avait rien qui allait avec ces années-là. Et donc, quand Hollande est arrivé, Hollande qui a basé son élection sur « mon ennemi, c'est la finance » et machin, tout ça. Moi, qui étais encore d'une gauche molle, j'y ai cru. Et puis, je me rappelais quand même... Alors, je savais que Mitterrand avait traîné dans des affaires dégueulasses dans les années 80 avec le PS. Bon, le PS, il était plus vraiment socialiste à partir de 83, quoi. Malgré tout, dans ce qui me concernait, des avancées sociales comme la dépénalisation de l'homosexualité, le fait que l'homosexualité ne soit plus une maladie mentale, tout un tas de choses comme ça, c'était lié au Parti socialiste. Et je me disais, bon, ouais, le mec dit que la finance, c'est un problème. Après les années Sarkozy, ça va être chouette. Et je me rappelle l'élection, quand le soir des résultats d'élection, on était chez un copain. Et je me rappelle très bien, on a dansé avec ma copine Lisa sur John I'm Only Dancing de David Bowie, tellement on était contents, on a foutu ça à fond quand on a su que c'était le PS qui passait. Et bon, on a vite déchanté. Parce que, rapidement, il y a eu... la loi travail, il y a eu les manifestations contre la loi travail, il y a eu Valls, il y a eu... Enfin, tout ça. Il y a déjà cette petite crotte carriériste de Valls, là. Bon, voilà, il nous ressortait les mêmes histoires d'identité, d'immigration que faisait Brice Hortefeux avec Sarkozy. Donc on s'est dit, ouais, en fait, ils ont trahi tout le monde, quoi.
pour moi, c'est un peu dans la nature humaine, mais c'est pas possible de le soutenir avec nos ressources actuelles. Ok. Et c'est pour ça que selon moi, on va dans le mur, et que toute l'humanité va dans le mur, mais parce qu'on est séparés entre nos envies bizarres qui, pour moi, sont de la nature humaine, même si j'en suis pas sûr, ça pourrait être quelque chose de purement sociétal. D'ailleurs, très accentué par la pub, les réseaux, l'image, donc qui peut être qu'à une grande partie sociétale, j'imagine. Mais non, c'est sûr que c'est pas possible et pourtant on le recherche et c'est pour ça que pour moi ça finira forcément mal cette histoire. Après j'arrive à le vivre aussi en se disant bah c'est comme ça et pour moi c'est clair qu'on va droit dans le mur et que ça va s'effondrer et ça va être un monde dystopique complètement où des migrants arrivent de tous côtés parce que leur pays est sous l'eau ou soumis à des guerres pour de l'eau potable, pour des ressources primaires en fait qui leur suffit à vivre. Et je pense que les pays vont juste fermer leurs frontières, ne pas accepter, les laisser crever. Ouais, et ça va s'accentuer de plus en plus. Donc moi j'arrive, je suis du bon côté on va dire de la frontière. Et puis du bon côté niveau financier parce que je gagne bien ma vie. Donc j'arrive à en faire un peu abstraction et à me dire ça serait mieux si c'était autrement, mais c'est comme ça, donc je survis un peu comme ça, mais je pense pas qu'on arrivera à le retourner maintenant, quoi. Donc il y a une certaine sorte de pessimisme dans ma vision. Et tu me demandais comment on peut changer ça. Moi, je te dis, je pense que c'est foutu. Parce que y a beaucoup trop de puissance financière derrière. C'est tout bête, hein, mais quelques gens de gauche qui vont faire une manif pour éveiller les gens à tel sujet, que ce soit la création d'une autoroute qui pose problème, enfin plein de choses. Voilà. On se rappelle je sais pas si c'était un DRH ou un directeur financier, enfin un directeur quelconque de chez Air France. Tout le monde s'était scandalisé parce que des grévistes lui avaient arraché sa chemise. Mais on arrache le symbole des gens présentables. Macron qui disait « Oui, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. » Mais ta gueule en fait. Non. Déjà, tout le monde n'a pas envie de se payer un costard. Et le costard, c'est pas un signe de respectabilité. Et je connais des gens qui sont bien plus respectables que des ordures qui sont en costard et qui se donnent l'apparence d'être des gens bien, d'être des gens polis, d'être des gens éduqués, ainsi de suite. Est-ce qu'on pourra limiter la casse? Est-ce qu'on pourra limiter les pots cassés et tout? Oui, sans doute. Mais quand tu vois toutes les logiques véhicules électriques à l'horizon 2050, machin, et constamment, tu as le politique qui arrive en disant, bien poussé par ses lobbyistes, en disant bah non, finalement, on va repousser un petit peu, on va donner, donner des droits, finalement, donner des droits aux entreprises, manière qui polluent, etc. Je veux dire, derrière, il y a des décisions politiques globales et il y a une réalité effective qui fait que c'est le capitalisme qui gère les choses, c'est l'argent, tant qu'il y aura du pétrole, il y aura de l'argent autour de ça, et derrière, de toute façon, c'est ça qui primera, quoi. Donc les logiques écologiques, on le voit très bien, l'arrivée de Trump au pouvoir, en 5 minutes, tout est balayé, quoi. Et on ne sait pas si tout est... À la limite, tu peux même te poser la question dans nos démocraties en Europe, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu de contentement par rapport à ça? Finalement, les autres ne le font pas, est-ce que nous, on a besoin d'aller aussi vite pour ça? Alors là, j'ai l'impression qu'on a quand même une logique où on essaye justement en tout cas à l'échelle européenne, c'est ce dont j'ai l'impression qu'on essaye de se porter un petit peu en garant de cette écologie à l'échelle du monde. Mais tu regardes la Chine, l'Inde, les États-Unis, clairement, est-ce que les logiques écologiques, elles sont au premier plan? J'ai pas l'impression. Non, mais on est dans un système qui est pas du tout construit autour de ça, et le changement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Moi, tu vois, j'ai bossé dans un service d'accompagnement du changement pour accompagner des assistants administratifs dans le changement d'un annuaire d'entreprise. Ça prend des mois. Alors imagine à l'échelle du monde pour changer des modes de production, des façons de penser, des façons de s'approvisionner, la mondialisation, tout machin.
évidemment que ça prend beaucoup plus de temps que les impératifs écologiques qui peuvent être comme ça présentés par des scientifiques, etc. Enfin, tout ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est surtout que qui y gagne en fait dans la transition écologique. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui notre système il n'est pas du tout fondé là-dessus. C'est Chirac qui disait notre maison brûle, on regarde ailleurs. Bah, clairement, ça fait combien d'années qu'il a dit ça? On continue de regarder la maison brûler parce que tant qu'il y aura de quoi la faire brûler, c'est-à-dire l'argent et de quoi alimenter notre système actuel, bah, les changements profonds dont notre société a besoin mettront énormément de temps en fait, à se mettre en place. Et c'est surtout, ils ne seront pas prioritaires. Là, on voit bien que dès lors où il y a la guerre en Ukraine, dès lors où il y a quelque chose de plus grand, de plus important, les logiques en fait, écologiques passent au second plan. Elles sont toujours, c'est un peu comme la communication dans une entreprise. Ça passe au second plan dès qu'il y a une logique industrielle qui prend le pas. Bah là, c'est la même chose en fait. Donc, Je pense que si tout le monde est logé à la même enseigne, on pourrait le faire et ça pourrait marcher. Et moi, je serais content de le faire aussi. C'est juste quand on dit ça à toi, puis qu'à côté, il y a quelqu'un qui consomme comme un dingue 10 fois plus que toi, je dis pourquoi moi, je devrais me priver de pas mal de plaisir alors que j'émets beaucoup moins de carbone que ces gars-là à côté, qui eux font tout ce qu'ils veulent et émettent 10 fois plus de carbone que moi. C'est vrai que c'est dur du coup de renoncer toi-même à tes petits plaisirs, sachant qu'il y a d'autres gens qui font 10 fois pire et qui eux s'en foutent quoi. Donc je dirais que si c'est global, oui, je le ferai avec plaisir. Mais c'est très dur de rendre ça global et ça se rapproche à la notion de dictature verte quoi, mais qui pour moi est un peu la seule façon de résoudre le problème. On rigolait il y a quelques années. On avait expliqué, on avait monté un plan avec des potes pour mettre fin au capitalisme. C'est drôle, hein, c'était que de la blague, mais on va dans tous les lieux de pouvoir, tous les ministères, toutes les mairies, tous les petits barons locaux, là, les Balkany et compagnie, tous ces magouilleurs, les préfectures et ainsi de suite, les ministères, tout, on les chope tous. On chope tous les grands patrons et on fait des sortes d'intervilles où on fera présenter ça par Cyril Hanouna, qui feront alors mes petites beautés, machin. Et on fait des sortes d'intervilles, mais là où les vachettes, elles vont vraiment embrocher Aurore. Elles vont vraiment embrocher d'armes. Et ils devront lire un petit texte en disant bon ben voilà, ben maintenant on va mettre sur la vachette l'abject disant tout ce qu'il a fait de mal, indignité nationale et confiscation de tout de ses possessions financières, terriennes, immobilières, ainsi de suite. On récupère tout l'argent. Il nous reste quand même encore les Alain Mec, les Hanouna, les Pujadas et compagnie. Tu fais la même chose, et à la fin, tu fais un espèce de battle royale. Et voilà, ça prendra peut-être plusieurs semaines, mais ça permettra d'avoir des animations dans plein de villes, de faire revivre, tu vois, des petits centres culturels où il ne se passe plus grand-chose. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au centre culturel de Villeurbanne, par exemple? Est-ce que la politique de la ville fait que, là où dans les années 90, on pouvait voir Zazie en concert, bon, ben là, il n'y a plus grand-chose. Et bien là, tu fais un grand spectacle populaire et les gens seront ravis. Tu fais un spectacle gratuit, parce qu'évidemment, que ce soit accessible à tout le monde. Financé avec leur deniers. Mais bien sûr! Avec qui on va payer les ébénistes qui vont fabriquer les potences et les guillotines? Avec l'argent de Darmanin, avec l'argent de Macron, avec l'argent de Le Maire, avec l'argent de Le Pen, avec tout cet argent-là. Et on confisque tous leurs biens et ainsi de suite. Et le manoir des Le Pen, par exemple, on en fait un centre pour les demandeurs d'asile. Bah déjà, c'est pas eux qui mourront dans le réchauffement climatique. Et après, même une défiance liée par une sorte de grande propagande médiatique qui dit que oui, c'est quelques scientifiques qui disent ça, mais on n'est pas bien sûr, et qui du coup fragilise
enfin, ce qui est pour moi la réalité, qu'on va dans un mur et qu'il faut maintenant changer nos façons de faire. J'avoue que faire des enfants, ça me semble un peu lointain et même un peu lunaire, parce que je pense que le monde va être de plus en plus horrible pour eux. Donc je me vois assez sans enfants. Vu que je crois à la fin de l'humanité dans pas si longtemps, forcément ça me donne pas envie de faire une lignée en me disant avec l'espoir qu'ils vont vivre bien et que mes petits-enfants vivront bien. Donc de base, non, pas forcément envie d'enfant, même si dans l'idée, le modèle sociétal me pousse un peu à me dire tiens, ça serait cool. Et puis si jamais en fait on arrive à trouver des solutions, j'aurais peut-être été un peu con tout seul dans mon scénario apocalyptique de fin du monde. Donc il y a aussi toujours ce doute par rapport à mes propres convictions de peut-être que je nage en plein délire et que en fait on va s'en sortir facilement, pas de souci. J'y crois moyen. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y ait plein de personnes qui veuillent pas faire d'enfants, ça c'est clair. C'est une question aussi que moi je me suis posée. Et pour le coup, j'ai eu une réflexion très individualiste à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai, avec mon copain, eu ce projet d'avoir des enfants en faisant un peu abstraction des éléments qui font que on ne devrait pas avoir d'enfants. C'est clair que sur le plan écologique, au-delà du fait de surpeupler le monde à une échelle très très basse. Moi aujourd'hui, j'achète des bouteilles d'eau, quoi. Et ça, c'est un truc qui me fait chier, enfin, vraiment. On achète des packs et des packs d'eau et machin et tout. Pourquoi ? Parce que on n'a pas le choix de faire autrement, quoi. Et ça, clairement, c'est pas du tout quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, mais t'es en face de choix qui font qui sont t'as tes valeurs d'un côté, et de l'autre, t'as ce qu'on te dit de faire, et puis ce qui est le mieux pour la santé de tes enfants. Et donc là, clairement, c'est une sorte de décision hyper individualiste, parce que c'est le bien de tes enfants avant l'écologie, par exemple. Donc je pense que chaque génération met beaucoup d'espoir dans la génération qui suit. Et moi, en tant que maman, effectivement, donner les bonnes valeurs et voilà, la bonne manière d'intellectualiser un petit peu ce qui se passe et d'essayer d'agir à son niveau, c'est moi ce que je vais essayer de faire avec mes enfants. Après, savoir s'ils auront les clés pour combattre le capitalisme, parce que pour moi, c'est quand même une sorte de combat. J'en suis pas certaine, mais après on va dire que ce sera un petit peu leur problème, c'est peut-être une manière individualiste de voir les choses, mais voilà, on peut leur donner des clés en tant que parents, mais derrière, est-ce qu'ils réussiront à s'en sortir ou pas, ça leur appartiendra, quoi. Je pense que les initiatives, elles existent, après il faut savoir les trouver, il faut savoir se mettre dedans, et il faut avoir peut-être en effet une logique peut-être un peu moins individualiste pour pouvoir s'y mettre à fond, quoi. Ce que tu fais par exemple avec le magazine, c'est une manière d'agir, tu vois. Après, est-ce que ça change les choses à l'échelle du monde ? Je sais pas, mais en tout cas, tous les bienfaits que ça peut avoir à un plus petit niveau, c'est déjà bien en fait. C'est quelque chose, on va dire, qui va dans la bonne direction. Après, voilà, est-ce que je suis inquiète ? Je sais pas, en fait, pour l'instant, ils sont trop petits, j'ai pas encore le loisir de me poser cette question-là. Ce que je me dis, par contre, c'est que oui, ils vont grandir dans ce monde-là et que ce sera charge à eux de trouver des moyens de venir avec des innovations, quelque chose. De réparer nos conneries. Non, pas de réparer nos conneries, je sais pas. Réparer nos conneries, j'en sais rien, parce que je pense pas que ce soit la génération d'après de réparer les conneries, c'est plutôt de composer avec, à mon avis, et puis d'essayer de pas les reproduire. Voilà. Après, les réparer, je pense qu'il y a plein de choses qui sont irréparables, et ça, c'est pas un côté pessimiste, mais pour moi, c'est assez réaliste en fait de penser comme ça et de se dire que non, leur rôle, on peut pas leur mettre sur le dos de réparer nos conneries, quoi. Par contre, on peut leur dire, écoute, regarde ce qu'on a fait, vas-y, essaie de pas reproduire, essaie de prendre quand même un peu la tangente et puis on verra ce qui se passe. Moi, je vois, j'ai des amis qui font des enfants, qui gagnent plus ou moins bien leur vie, certains sont en SMIC et tout, et je me dis, mais... Alors, certains ont des enfants qui ont déjà 10-15 ans, donc... En 10-15 ans, beaucoup de choses ont évolué, et eux ont évolué en tant que parents, et voient ce qui se passe dans la société, et ainsi de suite. Mais je me dis, les gens qui font des enfants maintenant, là, mais clairement, pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que vous promettez comme avenir à vos enfants, à part le chaos climatique, le fascisme et la pauvreté ?
qu'est-ce qu'ils ont comme issue, vos enfants? C'est malheureux à dire, mais je sais que les seuls gamins qui sortiront, qui seront moins malheureux que les autres en grandissant, c'est les gamins dont les familles sont issues de CSP+, et qui ont accès à des études supérieures, et qui auront de l'argent. Mais donc, moi, je suis un peu dans l'idée, je suis perdu entre ce côté écolo, on va essayer de rattraper les choses, et le côté, c'est déjà fini, autant kiffer à fond, et comme si on dit que l'astéroïde arrive demain et qu'il va exploser la Terre entière, faire une méga teuf et s'éclater toute la dernière soirée, quoi. Donc, moi, je suis presque un peu en train de... J'avais plus d'espoir avant, et je suis en train petit à petit, au vu des décisions politiques dans le monde entier en ce moment, de sombrer vers je vais juste profiter moi de ma vie actuelle sur Terre, même si l'humanité va mourir demain, quoi. Faut essayer de grappiller des petits moments par-ci par-là. Ça et le sarcasme, c'est les seules choses qui nous restent. Profiter de petits moments. Bon, Quel quoi, par exemple? je te parlais tout à l'heure là, du bar où j'étais, où on a discuté, tu vois, avec d'autres personnes sur le livre que j'avais posé sur la table. Tu vois, des petits moments comme ça, des moments à rire avec ses amis, à s'échapper de ce carcan de faut travailler, c'est dur, faut trouver les moyens de s'évader. Et le problème, c'est que le capitalisme a aussi très bien compris tout ça. Et c'est compliqué de trouver des lieux, des endroits où tu peux profiter et prendre du plaisir avec tes amis sans qu'il y ait un côté marchand derrière ça. Le seul truc sur lequel tu peux avoir une décision, c'est où mettre ton argent. Ce soir, alors on a regardé Drag Race chez les filles. Je vais sûrement manger là-bas parce que j'ai pas bouffé, puis j'ai la flemme de rentrer chez moi. Je vais manger de la street food, un petit croque-monsieur avec des frites, voilà. Mais j'aurais donné mon argent à des gens qui ont des convictions, qui font de la bouffe végane, qui font attention aux produits qu'elles vendent, et ainsi de suite. Et je les aurais pas filés à McDo. Et je crois que c'est la seule illusion de choix qu'on a pour mieux supporter tout ça, c'est de se dire, bon ok, on va s'aménager des moments, mais comment on fait? Sur des événements culturels aussi, pareil. Tu vas voir un concert, tu te dis, ah, il y a tel groupe que j'adore qui passe dans tel festival, machin, et au final, tu apprends que le festival, il appartient à une holding qui est fondée par l'ancien directeur de Coca-Cola Angleterre. Tu vas voir un concert, tu vas voir un artiste, et malgré tout, ton pognon, il tombe dans les mains de salopards. Parce que le capitalisme, c'est foutu partout. Partout. Mais je pense que je pense que j'ai réussi avec le temps, et je sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas à essayer de me recentrer en fait sur les, on va dire, des cercles plus proches de moi. C'est-à-dire que si tu penses au monde tel qu'il est, effectivement, on part dans une logique pessimiste, où tu peux ressentir, enfin moi en tout cas je peux ressentir de la culpabilité par rapport à mon inaction, de la colère par rapport au chemin que ça prend, etc. Mais je pense que à mon échelle, je suis en mesure d'avoir des petits cercles protecteurs qui sont en un, ma famille, et en deux, mes amis. Quand je passe une soirée ou du temps avec mes potes, les logiques écologiques, politiques, etc. sont assez loin, en fait. Avec moi, du coup. Avec toi, mais même avec toi. On en parle de manière bienveillante et de manière très positive, où on refait le monde et on se dit, voilà ce qu'on pourrait faire, où on a une critique assez lucide de ce qui se passe, mais pour autant, le lendemain, rien n'a vraiment changé. Et on parlait comme ça, avoir un débat comme ça intéressant, dans un environnement safe, du coup, ça c'est ce qui permet, je pense, de ne pas être dans cette logique un petit peu dépressive par rapport au monde qui nous entoure, quoi. Je pense qu'on met tous en place des stratégies un peu de protection
qui nous permettent de mettre ça un petit peu de côté, pour le bien et pour le mal, quoi, parce que mettre ça de côté, c'est aussi pas s'engager, mais en même temps, c'est une manière de se protéger par rapport à l'impuissance qu'on peut ressentir. Je pense que j'essaye pas de changer les choses. Je pense que je pense que je participe, notamment par mon travail dans le photovoltaïque, à décarboner le monde de l'énergie, qui est en fait un des milieux les plus émetteurs de carbone, parce que c'est au niveau mondial, c'est 80% d'émissions carbone qui sont juste liées à l'énergie. Donc, je pense aider en effet par mon travail. Après, personnellement, je dirais plus que j'essaye de ne pas bloquer les gens qui ont de l'espoir et qui voudraient mettre en place plein de choses sans trop y croire non plus. Mais mon but, enfin, moi, je suis pas activement en train de chercher à renverser la tendance, mais je veux pas être l'élément perturbateur qui va faire qu'on peut pas renverser la tendance. Donc, je veux que les gens qui y croient et qui ont des idées puissent le faire. Donc, je suis toujours partagé entre ce côté j'ai envie de kiffer ma vie et de partir faire la teuf sur un yacht dans les plus belles îles du monde. Et en même temps, c'est un comportement complètement nuisible pour la planète. Et donc, j'ai pas envie de le faire pour pas gréver les gens qui y croient. Mais ces actions individuelles, alors qui déjà semblent être aussi du bon sens, donc qu'on devrait faire initialement très normalement, sans que ce soit un gros effort, ça envoie aussi un message politique. Et donc si pour moi sauver l'humanité passe forcément par du légal, il faut en demander à nos gouvernements de faire ça. Et donc c'est un moyen de dire aussi nous, on est motivés à le faire, on est motivés à faire des concessions, on est motivés à faire des efforts individuels. Donc, vous, adaptez-vous au niveau gouvernemental aussi aux demandes des gens et aux envies de sauver l'humanité, ce qui semble être une envie plutôt logique. Hein, Il y a un ras-le-bol social qui est gigantesque, parce que, comme on disait, voilà, pour un système qui fonctionne aussi bien, ça se casse la gueule sans arrêt, et à chaque fois, on supprime les droits de la population pour dire « Alors, bon, les impôts, ils vont augmenter parce qu'il faut renflouer la Société Générale. Ah bon, les APL vont baisser parce que tu comprends, telle société est dans la merde, et ainsi de suite. » Et tout ce qui reste au capitalisme et au pouvoir politique, c'est le fascisme et l'ultraviolence. On voit un glissement progressif de tous les pays européens et même aux États-Unis. Tous les mouvements d'extrême droite, tous les mouvements conservateurs, tous les mouvements réactionnaires prennent de la place parce que c'est facile de dire que c'est la faute des Arabes et des Noirs, c'est la faute de dire que c'est la faute des immigrés qui viennent vous voler votre travail, violer vos femmes et tatati tatata. Et depuis quelques années, on assiste à une militarisation de la police pour réprimer les mouvements sociaux. Maintenant, les patrons passent un coup de fil à la préfecture quand il y a un mouvement de grève, et il y a des CRS en armure qui arrivent pour détruire les piquets de grève et balancer des matraques et des grenades, et des grenades lacrymogènes et des LBD sur des grévistes. Et c'est pareil quand il y avait des manifestations d'infirmières, c'est pareil quand il y a des manifestations. Tout le monde, on te dit il n'y a pas de l'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour ci, il n'y a pas d'argent pour ça. Mais on a vu les nouveaux chars anti-émeutes de la gendarmerie nationale qui sont achetés dans un but soi-disant antiterroriste, de protection de la population et ainsi de suite. Mais ces chars, ils sont utilisés contre qui? Contre des écolos qui vont se foutre dans les arbres ou qui vont tranquillement être dans un coin de forêt en disant « mais non, détruisez pas tout pour construire une autoroute, quoi ». Et il y a une accélération comme ça du capitalisme, et je pense qu'on en a un stade du capitalisme où tout se casse tellement la gueule qu'il ne reste plus que l'ultra-violence pour dire attention, on a des flingues, tu vas pas travailler, t'es pas content à cause de ton RSA,
T'es pas content parce que tu vas perdre ton travail, t'es pas content parce qu'on construit une autoroute, parce qu'on détruit les forêts, t'es pas content parce que si, parce que ça. Nous, on a des armes. Et le pouvoir, et c'est un glissement fasciste. Et le pouvoir, les pouvoirs politiques et financiers s'accordent très bien de ça. Enfin, le plutôt Hitler que le Front populaire, on sait très bien ce que ça a donné. Et voilà. Il y a 100 ans, en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, dans différents pays, le danger, c'était les Juifs. Quelques années avant, le danger, c'était les tziganes. Il y a eu des stigmatisations de population. Les nazis ont exterminé non seulement des juifs dans des quantités industrielles, mais aussi le truc, et c'est pour ça que quand il y a des boucs émissaires, en fait les boucs émissaires servent de bouclier pour dire tous tes problèmes, ils viennent de ces gens-là. Les juifs, parce que c'est eux qui contrôlent l'argent, c'est eux qui contrôlent la banque, machin. Et même l'abject Darmanin, il a écrit dans un bouquin récent, hein, les histoires d'usure à cause des juifs et machin. Là, en ce moment, on attaque les populations musulmanes en France, depuis déjà un bon moment. Et c'est le moyen de dire, ah ben regardez, tous vos problèmes, ils viennent pas du capitalisme. Si si t'as pas d'emploi, c'est pas parce qu'il y a un salopard de patron qui s'est dit qu'il allait faire plus de thunes Et il y a eu des cas d'ouvriers qui sont arrivés après des vacances ou après la fermeture de l'usine, par exemple, où en 15 jours, l'usine avait été vidée et toutes les machines envoyées dans un autre pays. Et ces ouvriers-là savent très bien pourquoi leur usine elle a fermé. Mais quand tu as un récit médiatique qui arrose toute la France en disant oui, s'il n'y a pas de travail, c'est à cause des Arabes. S'il n'y a pas de travail, c'est à cause des Noirs. S'il n'y a pas de travail... Et c'est des écrans de fumée pour cacher tout le reste des problématiques. Et c'est surtout une manière de maintenir les gens dans la peur, parce qu'évidemment, on exacerbe des comportements qui sont soi-disant les comportements de certaines populations, des populations qui sont présentées comme des sauvages, qui n'ont pas des mœurs adaptées à la France, et ainsi de suite. Et c'est un très bon moyen de masquer tous les problèmes liés au capitalisme et toutes les saloperies que fait le capitalisme. Le temps joue pour eux, en fait. Je pense qu'il y a toute une question aussi autour du temps et de l'utilisation du temps et de la gestion du temps. Et c'est-à-dire que, comme ces changements-là, c'est des changements qui, intrinsèquement, ont besoin d'être vraiment intégrés, d'être dans la sève de l'éducation. Enfin, ça passe par l'éducation à l'échelle familiale, l'éducation à l'école, ça passe par les associations, par tout un tas de... Tant qu'en fait, toutes ces personnes-là, enfin, toutes ces sphères-là, en fait, ne seront pas au diapason, et ben c'est compliqué, tu vois, je pense, d'avoir des changements profonds. Alors ça veut pas dire que tout le monde doit avoir le même discours, loin de là, parce que sinon on serait dans un état totalitaire, ce serait un petit problème. Oui. Mais il doit quand même y avoir des valeurs. L'écologie, en fait, ça devrait être notre maître à tous à l'échelle du monde. C'est la planète, quoi. On le voit, enfin, je veux dire, les catastrophes, les canicules, les machins, tous les signaux sont là. Et pour autant, on n'est pas capable à l'échelle du monde de se mettre d'accord pour avoir une action commune par rapport à ça. Les accords de Paris, c'est très bien, mais apparemment, on peut y venir et en sortir comme on veut. Enfin, où est le gendarme de l'écologie, quoi ? Il n'y a pas de puissance supérieure qui est en mesure, en fait, aujourd'hui de réguler, comme si on prend un parallèle, l'échec de l'ONU sur le plan de la paix, enfin voilà, du maintien de la paix à l'échelle du monde, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'instance qui a les moyens nécessaires pour donner de réelles amendes. Dès lors où il y a des amendes ou des rappels à l'ordre, les gens sortent tout simplement des accords parce que c'est quelque chose qui peut être volontaire. Donc derrière, malheureusement, il n'y a pas de gendarme de l'écologie aujourd'hui. Et malheureusement, heureusement, j'en sais rien, c'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais je veux dire, encore une fois, c'est l'argent derrière qui règle tout, quoi. Et voilà, c'est malheureux à dire, mais voilà, cette échelle-là, pour moi, c'est un peu compliqué.